se tourne maintenant vers le docteur François Marquis, qui est chef des services des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation actuellement? On a vu qu'il y a un certain plateau depuis quelques jours. Comment ça se traduit dans les hôpitaux, particulièrement le vôtre? Ça se traduit par une stabilité des cas. Là. Je pense que ça, c'est la réalité. Mais il y a une autre réalité en arrière qui est beaucoup plus inquiétante, qui est que l'offre de services, le nombre de lits disponibles continue de diminuer. C'est que oui, on a de la place, mais il y a de moins en moins d'essence dans notre réservoir d'essence. Et là, on s'enligne vers une longue distance. Ça, c'est ce qui nous inquiète. Mais en termes de nombre, vous avez raison, il y a présentement un plateau à Montréal. Vous parlez du personnel. C'est que le personnel a quitté, est en isolement préventif. Qu'est-ce qui explique cela? Beaucoup de départs, effectivement. Beaucoup de mouvements entre les hôpitaux. Il y a certains hôpitaux qui en ont perdu beaucoup plus qu'ils en ont gagné. Il y en a des isolements, il y en a des personnes en maladie, mais c'est pas la majorité. C'est vraiment surtout des départs en ce qui me concerne, là, au niveau des infirmières, des inhalothérapeutes. Est-ce qu'il y a une solution à court terme? C'est extrêmement difficile, effectivement, mais je pense que il faut éviter... La solution, c'est vraiment pour nous autres d'éviter la contamination, d'éviter d'avoir à utiliser des choses comme le délestage, mais probablement que le délestage risque de revenir si les cas augmentent. Après ça, est-ce qu'on pourrait songer à attribuer des ratios entre les hôpitaux, s'assurer que des hôpitaux aient des incitatifs pour être en mesure de recruter plus facilement ou récupérer leurs infirmières? Ça, c'est plutôt au niveau du gouvernement, mais c'est excessivement délicat en début de troisième vague de considérer même diminuer l'offre de services. C'est pas la stratégie la plus prudente, là. J'aime bien me tourner vers vous pour avoir vraiment un portrait des cas que vous retrouvez aux soins intensifs. On dirait que ça nous donne un peu des idées de où est-ce que s'attrape le virus actuellement, notamment avec les nouveaux variants. Quel est le profil de vos patients actuellement aux soins intensifs? Bien, effectivement, un peu comme tout le monde, la moyenne d'âge a diminué. On parle vraiment la grosse majorité, là, cinquantaine, soixantaine. On n'a pratiquement plus de ces vieux patients de CHSLD. Là. Ça, sont tous vaccinés, ça, c'est correct. Des plus jeunes, il y en a beaucoup qui pensent qu'à 25, 26, 27 ans, ils sont protégés. Là, c'est pas vrai. La semaine passée, on en a eu une série là, avant la trentaine. Et la contamination, bien, c'est les amis, c'est les jeunes enfants. Qui contaminent des familles au complet. Et ça, c'est un élément qui est un peu différent par rapport à ce qu'on avait en première et en deuxième vague. Habituellement, dans une maisonnée, il y en a tout le temps 2-3 qui tombaient malades, puis 2-3 qui s'en sortaient mystérieusement sans l'attraper. Là, ce qu'on voit beaucoup plus comme histoire, c'est quelqu'un l'a rentré dans la cellule familiale et boum, les 5 sont malades d'un coup. Ça pose des questions parce que si les 2 parents deviennent hospitalisés, qui va s'occuper des enfants? C'est pas évident nécessairement de s'occuper de 3 enfants qui sont positifs pour la COVID. Parlant Donc, oui. Non, vous pouvez terminer. Bien, c'est ça. C'est que il y a des défis sociaux là, qui sont intéressants. Et ce que ça dit, c'est protéger votre bulle familiale parce que quand la COVID rentre dans la bulle, bien, tout le monde va l'attraper. Parlons des comorbidités. C'est quelque chose, je pense, qui intéresse les gens parce qu'on dirait que ça nous donne un peu plus le portrait sur, justement, les patients qui se retrouvent avec un besoin d'être hospitalisés. Vous avez parlé notamment de jeunes dans la vingtaine, des jeunes dans la cinquantaine et la soixantaine. Est-ce que ce sont des gens qui ont beaucoup de comorbidités ou vraiment c'est un mythe de penser ça? En fait, c'était absolument vrai pour les 2 premières vagues et c'est rendu un mythe. C'est vrai que si vous avez plusieurs comorbidités, vous avez plus de chances de vous ramasser hospitalisé ou aux soins intensifs, mais des gens, 40 ans en parfaite santé, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas de pilule, j'ai pas besoin de docteur, on en a plusieurs. Et c'est vrai que ça n'existait pas vraiment pour la première et la deuxième vague, mais pour la troisième vague, votre bonne santé, puis le fait que vous faites du sport, c'est pas un bouclier là, qui empêche tout. Là. Puis on l'a vu à l'éclosion de Québec, plein de gens qui étaient dans des gyms, des gens qui, à la base, étaient en santé, bien, on a vu le résultat aussi. Et quelle comorbidité est celle qui revient le plus souvent? Je dirais les maladies respiratoires. Quelqu'un qui a déjà une maladie respiratoire, que ce soit l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. L'obésité est aussi un facteur de risque qui revient assez souvent. Après ça, il y a les choses comme le diabète, l'hypertension.
Et l'obésité, c'est pas nécessairement des très, très grosses personnes. L'obésité, c'est un terme qui est comme un peu vague là, avec l'indice de masse corporelle. Ben, c'est assez simple à regarder ma bédaine, puis c'est ça. Ah, OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a un variant qui fait plus de ravages chez un patient qu'un autre? Est-ce que vous en avez vu? Je ne sais pas si vous avez accès au type de variant qui a contaminé vos patients, mais est-ce qu'il y en a un qui semble causer plus de problèmes ou peut-être avez-vous des chiffres venant de l'extérieur à ce sujet? Ben, ici, là, c'est vraiment le variant britannique là, qui nous intéresse. C'est celui là, avec qui on fait affaire au quotidien. J'ai malheureusement pas la déclinaison de lesquels de mes patients sont positifs pour quel type. Puis on sait de toute façon que les variants vont juste tranquillement remplacer. À peu près, il y a 10% plus de variants par semaine. C'est à peu près ça le chiffre. Donc, au bout d'un mois et demi, il va juste avoir des variants. Cela dit, j'ai vu des variants britanniques rendre des jeunes patients extraordinairement malades. C'est qu'effectivement, les variants ont l'air d'avoir une certaine agressivité pour les plus jeunes. J'ai goût de parler d'AstraZeneca notamment et des effets secondaires. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont présentés après avoir eu le vaccin AstraZeneca ou vraiment on reste dans l'infinissime cas rare? Oui, effectivement. Moi, personnellement, j'en ai pas vu, puis je pense pas qu'il y en a eu dans mon hôpital non plus. Effectivement, vous le dites bien, l'association est réelle. Cela dit, elle est tellement rare que si c'était un autre médicament, si on n'était pas en pandémie, si l'attention générale n'était pas fixée là-dessus, on n'en aurait même pas parlé. Il y a des médicaments qui sont utilisés couramment, qui ont plus de risques de faire des effets secondaires de ce type-là que ce vaccin-là. Et là, présentement, c'est juste parce que l'attention générale est là-dessus. C'est certain qu'il faut faire attention. C'est certain qu'on peut choisir les bonnes personnes à qui administrer le vaccin, mais c'est plate de se priver d'une belle option de vaccination pour quelque chose qui est aussi rare et que maintenant on a identifié et qu'on peut éviter. Oui, parce que rappelons-le, la dame qui a souffert d'une thrombose s'est présentée à l'hôpital et a été traitée à temps. Il n'y a pas eu de problème non plus à ce niveau. En terminant, peut-être l'Ontario, ça vous fait peur ou vous pensez qu'on a pris les bonnes mesures, notamment avec le couvre-feu et notre stratégie vaccinale aussi ici? Bien, je pense qu'on a pris les bonnes décisions, puis je pense qu'il faut pousser à fond la caisse sur la vaccination. Ça, on devrait mettre des efforts extraordinaires là-dessus. Maintenant, ça me fait peur parce que l'Ontario, c'est à côté et on sait très bien que ce qu'ils vivent, on pourrait le vivre nous aussi. Et la prochaine semaine ou les 2 prochaines semaines vont être décisives parce que c'est là qu'on va voir les impacts de ce qui s'est passé dans les 2 dernières fins de semaine. Mais nous sommes tous, comme intensivistes et dans le système de santé en général, excessivement inquiets de ce qui se passe en Ontario. J'ai une question personnelle. Vous avez le choix de ne pas répondre. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Vous avez l'air assez occupé depuis 1 an. J'espère que vous prenez le temps de vous détendre un peu. Oui, c'est un défi. La chose que j'aime beaucoup faire, je vais à la distillerie, là, je travaille à la distillerie, puis l'autre chose, c'est que je fais beaucoup d'électronique et des petits projets, des prototypes. Ça me permet de m'évader complètement. Mais croyez-moi, je trouve moyen de m'évader. Parfait. Bien, vous nous rassurez parce qu'on a besoin de vous en pleine santé et avec beaucoup d'énergie dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Dr. Marquis. Merci, bonne fin de semaine.